C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canal M. Le premier ministre Trudeau rencontre des associations queer. Qu'en ressort-il? Que penser du résultat des élections québécoises et du nouveau Conseil des ministres? À elle, comme dans Lire, Garçon interlude et eschatologie. Déclaration de Jordan Tannahill, un ballet théâtral. Et puis c'est l'Halloween, on se déguise avec les sœurs de la perpétuelle indulgence. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, une heure où même déguisé, tout le monde est beau. Ben quoi? Si je me complimente pas, personne va le faire! C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin-Chabot. Eh bien, salut tout le monde. On a une grosse émission aujourd'hui. Et puis, ben justement, on en a parlé la semaine dernière. On a parlé de ce plan d'action, premier plan d'action fédéral de LGBTQIA+. Et la semaine précédente, on a parlé du Fonds Purge parce qu'on célèbre cette année 30 ans depuis la fin de la discrimination contre les personnes de nos communautés dans la fonction publique et dans les forces canadiennes. Justement, ben, peut-être qu'on avait une prémonition puisqu'on en a parlé parce que 2 jours plus tard, des représentants d'organismes de LGBTQIA+, ont rencontré le premier ministre Justin Trudeau, ont rencontré aussi des députés et des sénateurs pour parler de ce fonds purge et de recommandations. Parmi les personnes qui ont rencontré Justin Trudeau, on a Patrick Desmarais, qui est président de la Fondation Émergence. Bienvenue à l'émission, Patrick. Merci beaucoup de l'invitation. Ben, c'est un plaisir de te recevoir. Alors, quel pronom et quel accord on utilise avec toi, Patrick? Il et lui. Il et lui. Alors, allons-y. Quel était le but de cette rencontre? En fait, c'était, comme tu le mentionnais, ça faisait 30 ans que l'interdiction des personnes LGBT dans la fonction publique et l'armée ont été mis en place suite à un recours, une poursuite de la part de Michel Douglas, il y a plus de 30 ans, qui avait été mis injustement au chômage. Oui, elle avait perdu son emploi, effectivement, oui. Parce qu'elle était une femme lesbienne. Quelle horreur. Donc, suite à plusieurs petites choses qui très douloureux, là, de plusieurs jours d'interrogatoire et tout, qui était un processus qui était utilisé de façon systémique pour trouver des personnes gays et lesbiennes à l'époque au sein de la fonction publique ou dans l'armée. Oui, ben, il y avait même ce qu'on appelait la machine à fruits à l'époque pour déterminer qui était de nos communautés. On en a parlé pas mal avec Martine Roy, qui elle aussi a perdu son emploi dans les forces parce qu'elle était une personne lesbienne. Mais tout ça pour dire donc que le gouvernement donc il y a eu cette poursuite, il y a eu des excuses, mais il y a eu aussi un recours collectif. Et là, ça nous a donné ce montant d'argent. Je pense qu'on parle de 145 millions de dollars qui est donc le fonds purge dont on parle aujourd'hui. Tout à fait. Alors, avec Justin Trudeau, là, il s'est passé quoi? Ben, c'est les excuses, comme on les appelle si bien, de M. Trudeau dataient de quand même quelques années, mais de ça est venu le Fonds Purge, mais c'était de souligner le 30e anniversaire et profiter des recommandations qui ont été faites par le Fonds Purge en collaboration avec Égal Canada et la Fondation Émergence afin que le gouvernement, l'armée, la GRC s'améliorent au niveau de ses pratiques envers ses employés LGBT, puis envers aussi les personnes qui servent. Et ça nous a donné quoi, là? Est-ce qu'on a des engagements précis? Est-ce qu'il y a des choses qui, concrètement, vont se faire pour nos communautés au niveau fédéral? Je sais qu'il y a aussi cet autre fonds là, dont on a parlé, là, le plan d'aide de LGBTQIA+, là, qui a été annoncé cet été. Donc, on est à peu près à 245 millions de dollars pour nos communautés. Là. Est-ce qu'il y a des choses concrètes qui vont se faire, là, finalement? Mais dans les recommandations qui avaient été faites il y a déjà 1 an et demi, il y en a quelques-unes qui ont déjà commencé à être mises en place. C'était s'assurer de sensibiliser à nouveau les ministres en place, les députés, les sénateurs de tous les partis confondus, de l'importance de poursuivre ces recommandations-là. Par exemple, de s'assurer de mettre en place des comités d'employés LGBTQ+, au fédéral, c'est 2 SLG,
2SLGBTQI Oui. plus. Donc, s'assurer que ça soit mis en place, que ça soit qu'il y ait des périodes de sensibilisation, qu'il y ait Des formations, quoi. oui, parce que c'est important d'éviter de revenir en arrière. Et le but de ces rencontres-là, c'était aussi de voir les nouveaux, parce qu'il y a des nouveaux ministres qui sont en place et tout, s'assurer que de part et d'autre, on encourage que la culture change au sein de l'ensemble de la fonction publique, l'armée et la GRC. Bon, Patrick, il nous reste une minute, mais je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cette rencontre avec Justin Trudeau. C'est quand même pas fréquent qu'on puisse rencontrer le premier ministre du Canada. Vous m'avez dit que ça a été aussi une rencontre émouvante. Là, en quelques secondes, pouvez-vous nous décrire ça un peu? Ben, c'est sûr que d'être avec les survivants de la purge qui parlent à nouveau de leur parcours, c'est toujours, ça vient nous rechercher de par nos propres parcours de vie, mais c'est de voir qu'au-delà des paroles, il y a des actes qui sont au rendez-vous, qu'il y a eu, exemple, comme tu le mentionnais si bien, un plan d'action de 100 millions de dollars qui va être mis en place. C'est quelque part inédit et au-delà de beaucoup d'autres pays qu'il y a ce genre d'initiative-là de mise en place. Eh bien, merci Patrick Desmarais. C'était Patrick Desmarais, président de la Fondation Émergence. On va parler de politique encore, Patrick. Si tu veux rester avec nous, il n'y a pas de problème. On fait juste une petite courte pause. Alors, on va poursuivre en politique. Le 3 octobre dernier, la Coalition Avenir Québec obtenait un deuxième mandat, un mandat très majoritaire. Et pour en parler, nous recevons Florence Galland-Chenel, qui est coprésidente du Conseil québécois LGBT. Florence, vous êtes là? Ah, je pense qu'on a un petit problème. Florence n'est pas là. Est-ce que vous m'entendez? Ah, là, je vous entends, Florence. Je suis désolé. Bonjour, Florence. Alors, bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Florence, quel pronom et quel accord on utilise avec toi? Oui, j'utilise les pronoms IL et elle, ainsi que les accords féminins. D'accord. Je pense que ça se peut que Patrick soit resté avec nous parce que ça l'intéressait, alors ça se pourrait qu'il intervienne dans notre conversation. Patrick Desmarais de la Fondation Émergence. Alors, commençons, Florence, avec une aussi forte majorité de députés. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir un gouvernement comme ça, un gouvernement comme la CAQ, pour nos communautés? Bien, c'est sûr que ce que ça veut dire, c'est que le gouvernement va être omniprésent dans les 4 prochaines années. Ça veut dire que on se pose des questions là, sur la place que les oppositions vont avoir dans la discussion, dans l'adoption de projets de loi, dans la définition des budgets. Donc, en fait, on se demande là, si la CAQ ne deviendra pas le seul interlocuteur des communautés qui ait un réel impact. Donc, on espère, en fait, que si le gouvernement a autant de députés, bien qu'à ce moment-là, il y a des gens qui vont être là au sein du parti au pouvoir qui auront à cœur comme priorité le bien-être des communautés. Il y a certainement des personnes de nos communautés au sein du gouvernement, mais on va y revenir. Au cours de ce mandat, quel est l'enjeu prioritaire pour nos communautés? Écoutez, il y a énormément d'enjeux qui sont tous aussi essentiels les uns que les autres, mais s'il y en a un que je devais mettre de l'avant, ce serait définitivement la question. Oups, ça coupe un petit peu. On a une mauvaise communication. Je vais te demander de reprendre ça. Au cours du mandat, quels seraient donc là où les enjeux importants pour nos communautés? Il y en a tant, mais je mettrais clairement de l'avant le financement de nos organismes communautaires. C'est quelque chose qu'on demande depuis longtemps. Il y a eu des demandes qui ont été faites du mouvement communautaire en général, mais pour le mouvement LGBT, c'est particulièrement important. Ce sont des organismes qui existent généralement depuis moins longtemps, qui reçoivent moins de financement et pour qui les besoins, en fait, sont en augmentation exponentielle. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, on parle non seulement du montant d'argent, mais de la façon que les organismes sont financés, parce que, je le sais, plusieurs s'en plaignent, que les organismes doivent présenter des projets. Ils ne sont pas financés à la mission, mais ils sont financés par projet, et ça, c'est compliqué.
Ben, exactement. Lorsqu'on présente un projet, l'attente du bailleur de fonds, c'est qu'on se renouvelle, mais c'est très difficile de se renouveler quand on n'a même pas les moyens d'offrir nos services de base. D'accord. Et comment comptez-vous vous faire entendre auprès de ce gouvernement? Ben, en fait, on lance un appel à la nouvelle ministre là, qui a été nommée à la lutte à la transphobie, Martine Biron. On demande à voir avec le LGBT les revendications et de mettre de l'avant. On va juste recommencer. Ça, c'est les problèmes des belles communications par Zoom. Je préfère la voix là-dessus, mais qu'au téléphone, mais parfois ça coupe. On va recommencer. Donc, vous nous parliez de la nouvelle ministre de la Condition féminine qui va obtenir, donc, qui obtient, pardon, la lutte à l'homophobie et la transphobie. Oui, vous m'excuserez, vous comprendrez, je suis en estrie, la communication peut être plus difficile. Mais oui, effectivement, on veut qu'elle s'assoie avec le Conseil québécois LGBT et les autres organismes, en fait, avec nos organismes. Je pense notamment à la Fondation Émergence, là, qui joue un rôle très important dans la lutte à l'homophobie, la transphobie au Québec. Il faut que Martine Biron s'assoie avec nous, il faut qu'elle prenne le temps de nous écouter, puis il faut que les demandes qu'on va apporter, mais qu'elles résonnent, pas juste dans le plan de lutte à l'homophobie et la transphobie, mais il faut que ça résonne dans des actions concrètes dans les 4 prochaines années, à chaque année. Moi, je peux vous rassurer, j'ai parlé ce matin brièvement avec Martine Biron. Je l'ai invitée à l'émission. Elle me promet qu'elle va être ici, mais pas tout de suite parce qu'elle veut prendre connaissance des dossiers et avoir des réponses avec un peu plus de substance lorsqu'on fera des entrevues avec elle. Alors, je veux vous rassurer qu'elle sera à cette émission, promis. On compte l'inviter au mois de janvier, là, lorsqu'elle aura eu le temps de faire le point avec tous nos dossiers. Je ne sais pas si Patrick est resté en ligne avec nous. Est-ce qu'on le voit? Oui, Patrick. Oui, je voulais juste voir, on t'a interpellé un peu la Fondation Émergence aussi. Vous avez un rôle à jouer là-dedans, là, dans les relations avec le gouvernement provincial. Je pense qu'on doit travailler en équipe et effectivement avoir une voix solidaire pour effectivement la mission, c'est tellement important de ne pas travailler juste à des programmes. C'est important les programmes, mais que l'ensemble de l'œuvre permettre à une organisation de pouvoir penser plus qu'un an ou 2 ans devant elle dans sa mise en place de choses. C'est tellement important. Donc, il y a des urgences. Là, on pense à Interling là, qui va devoir fermer son service de nuit là, si l'argent ne vient pas bientôt. Là. C'est des choses quand même urgentes là, pour nos communautés qui s'en viennent. Là. Entre autres, on pourrait avoir une grande liste. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, la ministre prenne connaissance des dossiers qui sont en cours, les dossiers qui devront être mis en place et de rencontrer les joueurs, les personnes qui connaissent les enjeux de nos communautés. J'aimerais vous poser la question d'abord à Florence. Le fait d'avoir retiré le bureau de lutte à l'homophobie ou le dossier de lutte à l'homophobie et la transphobie, de l'avoir retiré du ministère de la Justice pour le confier à la Condition féminine, c'est quel message vous voyez là-dedans, vous? Écoutez, c'est un changement de tangente qui est très important. Le bureau de lutte à l'homophobie et la transphobie était au ministère de la Justice depuis sa création en 2008. C'était un organisme fort dans le ministère de la Justice. Ça lui donnait une importance dans la politique québécoise. Et donc, nous, ce qu'on veut s'assurer, je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire, mais ce qu'on veut s'assurer, c'est que le dossier demeure une priorité, même s'il y a un changement dans la structure organisationnelle. La lutte à l'homophobie et la transphobie ne peut pas et ne devrait pas perdre son statut de priorité auprès du gouvernement et ça ne doit pas non plus justifier que le plan de lutte soit retardé une autre année. Parce qu'on se rappelle, le plan de lutte à l'homophobie et la transphobie devait être adopté en mars 2022. Il a été repoussé d'1 an pour mars 2023. On ne veut pas que cette chaise réelle, on repousse une autre année. Une autre année comme ça. Il nous reste à peu près 1 minute, puis j'aimerais aussi quand même, je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a des interlocuteurs de nos communautés au sein de ce gouvernement. Je peux penser à Yuri Chassin, je peux penser à Mme Rouleau, et même dans les partis d'opposition, Mme Massé, Jennifer Macaroni, et puis même Éric Duhaime, même s'il n'a pas été élu. Est-ce que ce sont des portes d'entrée pour nos communautés, ces gens-là qui sont présents à l'Assemblée nationale? Est-ce que ça peut être des portes d'entrée? Absolument, mais encore faut-il que le gouvernement les écoute. Si on parle à des gens
si on prêche aux convertis, mais qu'au bout du compte, quand ces personnes vont parler au gouvernement et que c'est une fois qu'ils vont recevoir, ben, on n'est pas plus avancé. Donc, c'est un gros dossier. Je laisse le dernier mot à Patrick. Bien, on va découvrir des nouveaux élus aussi qui, j'espère, vont être des alliés de nos communautés. Donc, il y a quand même beaucoup de monde qui sont des nouveaux joueurs là, dans cette Assemblée nationale. Et au-delà des personnes que tu as mentionnées, il y a sûrement d'autres personnes avec qui on pourra travailler et faire porter les enjeux de nos communautés à l'Assemblée nationale et surtout à s'assurer d'avoir les budgets qui viennent avec. Bien, merci beaucoup, Patrick Desmarais, président de la Fondation Émergence, et aussi merci à Florence Galland-Chenel, coprésidente du Conseil québécois LGBT. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. C'est l'Halloween, c'est la fête des bonbons, puis c'est la fête des costumes. L'Halloween, ça revêt toute une importance dans nos communautés. On n'a qu'à penser à ces personnes qui s'identifiaient comme femmes ou hommes dans le passé, mais ça ne correspondait pas avec leur sexe assigné à la naissance. Et c'était parfois pour eux le moment de l'année où ils ou elles pouvaient sortir telles qu'elles étaient dans le monde. Le costume leur permettait de sortir de leur coquille. Elles se sentaient, ne serait-ce qu'un soir, libres et capables d'affronter le monde. Alors pour moi, l'Halloween, je trouvais que c'était important d'en parler d'une façon intelligente cette année, après la pandémie. Alors, on a pensé vous proposer 2 personnes qui se costument, pas juste pour l'Halloween, mais très souvent, car leur costume leur permet de sortir de leur coquille aussi et de faire, dans leur cas, du bien dans nos communautés. Nous avons donc 2 invités, 2 sœurs de la perpétuelle indulgence. Sœur Mistra, la belle Fégor, gardienne des anges chanteurs, protectrice des pieux, de la tentation et des repentis, dite la mystique, et en civil, Nicolas Joanne Leport, le textier. Salut, Salut. Martin, ça va? Ça va bien, bienvenue à T'as réussi l'émission. à le dire, c'est le seul trait. Et sans partir à rire, hein, c'est quand même pas mal. Alors, avec toi, on utilise quels pronoms et quels accords? Ce sera, si c'est en sœur, elle. Si c'est en sœur, c'est elle. Et Si c'est le garçon à qui qui tu parles, ce sera il et lui. Parfait, on va s'habituer. Et l'autre invitée s'appelle Sœur Simone Veille-aux-Graines. OK, faut pas que je rie. Gardienne des anges de compassion et des fées sorcières, protectrice des pistils et des glands, dite la Wonder Woman, en civil Lise Bisoni. Lise ou Sœur Simone, bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci, bonjour, ça va bien? Ça va très bien. On utilise... Il faut se rapprocher du micro. Elle. D'accord. Ça se peut que je vais prendre elle pour les 2, ça va être moins compliqué. C'est plus simple. Ouais. Parlons d'abord des sœurs de la perpétuelle indulgence, parce que pour celles qui ne savent pas qui vous êtes, c'est ça. Dites-nous un petit peu plus qui vous êtes, la perpétuelle indulgence. Hein? En quelques minutes. Non, même pas. En 30 secondes. Alors, on est né en 79 à San Francisco et globalement, on n'est pas des religieuses, on est les bonnes sœurs de toutes les communautés marginales. On s'est autoproclamé au service de toutes les communautés marginales, dans la lutte contre la honte, dans la promulgation de la joie, et puis dans la lutte contre le sida, dans l'accueil des plus pauvres dans nos communautés, de ceux qui sont les plus laissés pour compte. Et donc les sœurs existent donc maintenant depuis plus de 40 ans sur 3 continents, Australie, Europe, Amérique du Nord et Amérique du Sud. Et on est à peu près 1800 sœurs, garçons, filles, autres, bi, trans, gay, queer, à revêtir ce voile de la dérision pour de l'action politique, de la performance artistique et puis du travail communautaire. Wow, la réponse est là. Oui. Sœur Simone, oui. Décrivez-nous de quoi vous avez l'air quand vous êtes en sœur. Alors, nous avons des habits de travail. Chaque sœur est associée donc à un nom qui illustre un peu son travail, son œuvre, les causes qui lui tiennent à cœur. Elle a un style. Vous allez avoir des sœurs habillées en jupe, des sœurs habillées en pantalon. Des sœurs à barbe. Des sœurs à barbe, des sœurs sans barbe, des sœurs avec différents maquillages. Mm-hmm. Et nous avons des cornettes.
C'est la cornette qui fait la sœur. Mais je pense que ça, c'est le choix du couvent de Montréal, parce qu'ailleurs dans le monde, c'est des habits parfois différents, hein, c'est ça? Ouais, à peu près toutes les sœurs ont des types de cornettes différentes. Nos sœurs de San Francisco ont des espèces de Wonderbra rembourrés avec leur voile par-dessus. Oui, les j'ai sœurs vu ça. du couvent de Paris ont des cornettes inspirées des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Donc chaque couvent et chaque tradition dans chaque pays a trouvé une forme. Mais le plus souvent, on a une cornette. Oui. Et ce voile noir qui est le symbole d'une sœur élevée, une sœur finie. Mhm. Parce que tu as des étapes, tu rentres comme postulant, tu continues comme novice, et puis quand tu es prête, tu prononces tes vœux au service de nos communautés, tu deviens une sœur élevée de la perpétuelle indulgence, tu reçois ton voile noir. Et puis, vous avez la cornette un peu à la sœur volante, là. Ouais, Pour oui, ceux qui tout se à rappellent fait, de l'émission, là, je suis en train de me dater ici, là, parce qu'il y en a une gang qui connaissent pas ça. Non, mais il y en a qui connaissent Whoopi Goldberg. Oui, Ouais. tout à voilà. fait. Voilà. Tout à fait. Alors, pourquoi vous vous costumez? Ah, grande question. Simone. On porte un maquillage. Oui, tout qui d'abord. est C'est vrai, un- tout d'abord. ouais, Sur une base qui est blanche, hein, super d'ailleurs, oui. important, Oui. qui est un peu notre masque. Alors on a deux traditions. Un masque qui est un peu, un maquillage qui est un peu inspiré du mariage des drag queens. Certaines sœurs se teignent la barbe, d'autres non. Et d'autres maquillages qui sont plus géométriques, je dirais pas asymétriques dans mon cas parce que mes deux sourcils sont pas jumeaux, ils sont juste frères. Et puis, sinon, on peut sortir sans maquillage. Oui. On appelle ça sortir en mish-face, du nom de notre arrière-arrière-grand-mère, Missionary Position, Mhm. La fondatrice. position du missionnaire, oui, ouais, d'accord. Voilà. Ben, mais, qu'est-ce que ça change? Ça Moi, attire l'attention. Oui. Ça attire l'attention. On fait souvent appel à nous pour attirer le regard, attirer les journalistes, je dirais. On en a eu l'expérience à la Nuit des Sans-Abri la semaine dernière. Les journalistes repéraient la cornette au loin et venaient. Et puis, en fait, ce qu'on faisait, c'est que nous, on passait la parole aux personnes qui étaient, notamment les amis de la revue L'Injecteur. Donc, ça permet d'attirer l'attention, ça permet de créer un contact avec les gens. Hein. Notre auditoire, c'est le trottoir, c'est vraiment les gens qui sont dans la rue. Et de créer un petit lien, de faire sourire, de faire plaisir. C'était une blague au départ. Au départ, Faut dire, Oui, c'est vrai. nos premières sœurs étaient des artistes, des comédiens, des activistes, et qui avaient ces robes de bonnes sœurs parce qu'ils avaient joué la Mélodie du Bonheur en Iowa. Et un dimanche de Pâques, parce qu'ils trouvaient que les gays... Parce qu'on est aussi une interpellation pour notre propre communauté, hein, Oui. sur sa misogynie, sur parfois le fait qu'on se prenne un peu trop au sérieux. C'est l'époque des clones, hein, tout le monde ressemble à Magnum, veut des muscles, veut avoir l'air viril. Et là, t'as ces garçons à barbe longue, un peu hippies, qui débarquent avec ces costumes de bonne sœur, des mitraillettes à eau, des cigares dans les bars de Castro, et qui disent « on va vous pardonner vos péchés, on va vous... » Et c'était aussi une façon d'interroger sur qu'est-ce qu'un garçon avec une robe, qu'est-ce que c'est que le travestissement pour une femme, se travestir en sœur quand t'es une femme. Donc tout ça, c'est au service de... Ça permet à nous de nous exprimer et de nous faire plaisir, parce qu'on est aussi là pour se faire plaisir, on n'est pas des saintes. Oui, non, mais puis Ça permet à l'autre. il y a toute une œuvre d'art. Moi, j'ai vu vos maquillages, c'est toute une œuvre d'art. C'est quand même du travail, c'est beau. Mais puis en même temps, ce que j'aimerais savoir là-dedans, c'est est-ce que le costume fait quelque chose de différent? Est-ce que Nicolas, lorsqu'il est Mistra, il est différent ou elle est différente quand elle est Mistra? Tu sais, on dit l'habit fait pas le moine, mais il y participe. Et c'est un peu ça aussi pour les sœurs. C'est-à-dire que ça fait pas la sœur, mais c'est un moyen extrêmement important pour nous et pour les gens qui sont en face de nous. Ça les attire, ils viennent vous voir aussi. Ça plus les facilement. attire et puis ça leur rappelle des choses. C'est-à-dire que ils rencontrent une sœur, mais il y a 20 ans, c'était peut-être une autre sœur. Et c'était peut-être à San Francisco, c'était peut-être à New York, c'était peut-être à Paris, c'était dans un bordel, c'était n'importe où. Et quand ils repèrent au loin, dans une rue d'un village quelconque, ou d'une communauté LGBT, une cornette, c'est le lien dans l'histoire de la communauté. C'est ça aussi qu'on représente, c'est une continuité dans notre histoire. Et ça vous coûte combien, tout ça, par année? Là? Parce que c'est quand même des costumes, c'est parfois assez extravagant, là. Pour les costumes, je ne sais pas, puisque c'est un cadeau qui est fait par la marraine des habits, ici présente. Pour le maquillage, franchement, j'ai jamais fait le calcul. On essaye, pour nous c'est très important que
notre travail soit accessible à n'importe qui. Ouais. Un étudiant qui n'a pas de sous ou un cadre sup qui en a. Très sincèrement, nos costumes, on sort nos machines à coudre, on passe nos samedis, on sort nos ciseaux, on va acheter du tissu pas trop cher et puis on y va à coups de dentelle, à coups de paillettes et à coups de froufrou. On arrive à faire quelque chose de drôle. Mais les gens essaient de comprendre un peu, puis rapidement, parce qu'il nous reste à peu près une minute, là, mais votre œuvre, j'étais pour parler du fait que Nicolas va aller en Suisse pour parler à une école de théologie des Sœurs, mais on en reparlera à une autre entrevue. Mais juste, qu'est-ce que vous faites comme travail auprès des gens? Qu'est-ce que c'est que ça leur apporte de voir Sœur Mistra ou Sœur Simone? Ce qu'on apporte... Il se confie à vous, là. Oui, c'est ça. C'est on fait à la fois de l'écoute active dans nos communautés, c'est-à-dire référer les gens vers des associations spécialisées ou juste les écouter parce qu'ils ont besoin de parler sur un coin de comptoir ou sur un coin de trottoir. On fait de l'accompagnement, on fait aussi de la transmission de notre histoire, c'est-à-dire dans les communautés ou dans les groupes de jeunes LGBT, on va raconter notre histoire. Qu'est-ce qui a fait l'histoire de la communauté LGBT à travers le temps et pourquoi on en est là aujourd'hui. C'est très important pour qu'ils comprennent quels sont les enjeux pour l'avenir. Et on a un devoir de mémoire chez les sœurs. Et puis après, il y a tout le travail prévention VIH-Sida et santé sexuelle, et puis accompagnement des malades du sida, parce que c'est une épidémie qui ne fait pas juste partie de notre histoire, elle fait partie de notre quotidien, et elle fait encore partie malheureusement de notre futur pour un petit moment. Sœur Mistra, Sœur Simone, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission aujourd'hui, puis amusez-vous ce soir sur l'Halloween. Oui, c'est un grand plaisir. Pêcher dans la joie. Et pêcher dans la joie. Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel@outlook.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram @dmchabotauteur. Dans la deuxième demi-heure qui s'en vient, on va parler de la pièce de théâtre ou d'un ballet théâtral parce que c'est pas tout à fait... c'est un style assez différent. On parle donc de Déclaration, une pièce de théâtre de Jordan Tannehill qui est adaptée et présentée au Théâtre Prospero, et la chronique Elle comme dans Lire, notre chronique littéraire. Puis moi, je me déguise en courant d'air le temps de la pause. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem. Dans cette deuxième demi-heure, on va parler théâtre. J'aime beaucoup le théâtre en passant et de la pièce Déclaration de Jordan Tannehill. Je pense qu'on pourrait dire un petit génie de la littérature au Canada anglais qu'on connaît pas beaucoup, mais qu'on va apprendre à connaître dans cette entrevue avec un des comédiens de la pièce Déclaration. Il s'appelle Vlad Alexis. Et dans notre chronique Elle comme dans Lire, 2 livres qui sont hyper intéressants. Puis pour une raison ou pour une autre, je ne l'ai pas sur ma feuille. Alors, vous allez attendre. Je vais vous le dire quand ça sera le temps. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Originaire d'Ottawa, Jordan Tannehill est peu connu au Québec, mais il est véritablement un petit génie littéraire du Canada anglais, et du Canada anglais queer. Imaginez qu'à 34 ans, c'est un incontournable de la littérature au Canada, avec déjà à son compte, pas 1, mais 2 prix littéraires du gouverneur général. Je parle de lui parce que le Théâtre Prospero présente une pièce de Jonathan Tannehill, Déclaration, et je reçois pour en parler un des comédiens de la pièce, donc le comédien Vlad Alexis. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci. Alors, moi, je pose toujours la question à tous mes invités, tous mes invités. Quel pronom et quel accord on utilise avec toi? Il, elle, yel,
Tu es à l'aise avec Ouais, tout. je suis à l'aise avec tout. Ouais. Oui, parce que je dois le dire, je t'apprends en parler un peu plus tard, mais tu as été en nomination pour un prix ACTRA pour Oui. une personne, là je vais essayer de traduire pour un acteur désigné homme ou gender non-conforming, là, genre non Ouais. conformé. Oui, pour le film Stonewall, Oui, qui parlait des émeutes gays à New York en 1969. oui. Et Tu jouais une drag queen là-dedans. Oui. Non, une personne trans ou une drag queen? mais c'est ça l'affaire, parce que, tu sais, dans les années 60, le langage était différent d'aujourd'hui, alors même personne non conforme, tu sais, c'était pas vraiment le mot, mais tu sais, ils appelaient ça des transsexuals Transsexual, oui. avant, mais c'était aussi une drag queen. Oui. Bon, avant d'aller là, on va parler de la pièce. Parle-moi un petit peu de cette pièce. Qu'est-ce qu'elle raconte? Oh mon Dieu, elle raconte tellement de choses. En fait, moi, je le résume toujours, ça raconte la vie et la mort, en fait. Hmm. Tu sais. Et puis, c'est un hommage à sa mère que Jordan a fait. Et en fait, c'est quand il a su que sa mère mourait du cancer, il a décidé d'écrire une pièce de ce moment-là. C'est une pièce assez particulière. Oui. Parce que je crois qu'on n'est pas là, ici en train d'avoir des répliques et des gens qui se répondent. Non, non. Il y a une liste de déclarations, d'où le nom, qui s'enfile pendant une 40aine de pages. Hmm. Et ensuite, ça va dans un autre bloc théâtral que je vais pas révéler parce que je voudrais que le monde vienne voir le show. Mais c'est très intéressant. On ne deviendra pas divulgateur. Non, c'est ça. mais j'ai bien compris cette pièce vraiment parce que la pièce, et il y a un livre qui a été écrit à peu près en même temps par Jordan Tannahill qui s'appelle Liminal, que moi j'ai lu. Je sais que tu ne l'as pas lu, je l'ai demandé tout à l'heure avant d'aller en ondes. Et c'est vraiment intéressant. Ben, Liminal, c'est vraiment cette espèce de moment où il ouvre la porte, il rentre, il voit sa mère qui dort, il se demande si elle est morte ou pas morte. Exact. Cette espèce de petit moment, et là-dedans, il y a un peu comme quand les gens disent quand on est à la veille de mourir, on voit sa vie se dérouler devant soi. Alors, je reviens à la pièce de théâtre parce qu'on sait que Jordan Tannahill est un auteur queer et que dans le roman, moi je sais qu'il parle beaucoup c'est un roman autofictif, il parle beaucoup de sa vie. Est-ce qu'on, comme personne queer, est-ce qu'on retrouve ça dans Déclaration? On voit, il parle souvent de sa mère en fait, et puis il parle de quelques conquêtes qu'il a eues et tout, mais c'est vraiment visé plus sur sa relation avec sa mère et comme tu dis, les images de sa vie qui reviennent quand il apprend cette nouvelle. Et Liminal, justement, il est lié avec la pièce, comme tu dis, c'est un peu l'autofiction de sa vie et c'est ça. Mais oui, tu comprends que... Mais en fait, pour moi, comme personne queer, je comprends que c'est écrit par une personne queer, mais c'est pas nécessairement attaché à une personne en particulier ou un acteur en particulier ou un genre en particulier, même dans la forme qu'on l'a créé. Ouais. Donc, ça devient très intéressant. Oui, et complexe, très complexe. Je lisais que, semble-t-il que dans les didascalies au début de la pièce, Jordan Tannahill, qui avait monté la pièce la première fois lui-même, avait recommandé de ne pas apprendre le texte. Oui. Est-ce que toi, tu as appris ton texte? Non. Personne n'a appris leur texte et ça fait partie justement du show. C'est un mandat du show qu'on n'apprenne pas notre texte, mais il est présent pour nous. Il est là, dans la pièce, il est dans la salle de théâtre pour nous. Donc, avec des télésouffleurs, comme il le suggérait, ou c'est autre chose dans votre cas? Ouais. C'est exactement ça. Et en fait, ce qui est très intéressant de ce show, c'est que ça change. Ça change de soir en soir. On a la forme du spectacle et tout est en mouvement dans le spectacle. Donc, tu es en train de me dire que je pourrais voir la pièce. Moi, j'ai des billets pour mercredi. Je peux l'avoir mercredi. Je retourne la semaine prochaine. Ça risque de ne pas être tout à fait le même spectacle. Exactement. C'est pas un peu déconcertant pour l'acteur? Oh my God, je pense que c'est la pièce qui m'a donné le plus d'anxiété dans la vie, mais c'est aussi le plus beau défi qu'on m'a donné dans mon métier, en fait. Parce que d'avoir une pièce déjà écrite par Jordan Tannahill et de mettre ça sur nos pieds et de le travailler et se poser plein de questions qui vont pas être répondues nécessairement, mais qui nous poussent justement à chercher au plus profond de soi-même
une réponse, Hmm. c'est un cadeau. C'est Donc, vraiment un c'est cadeau. tout un travail, toute une démarche artistique de la part du comédien ou de l'acteur comme toi. Oui, et puis aussi le travail en chorale qu'on est en train de créer parce qu'il y a aussi 4 autres acteurs avec moi. Et puis, on travaille tous ensemble. Et puis, c'est un travail d'écoute Mhm. parce qu'il y a beaucoup d'improvisation aussi là-dedans. C'est très intéressant comme pièce. C'est beaucoup de mouvements aussi, de gestes corporels. Et comme tu dis, tu sais, au début de la pièce, il y a des didascalies qui expriment ses vœux, mais on peut aussi s'en débarrasser et créer Ah oui. de nouvelles règles. Il y a Ouais. des metteurs en scène qui enlèvent complètement, vont radier les Ouais. didascalies. Didascalies, pour les gens qui ne savent pas, je viens de me rendre compte qu'on est à la radio, puis on a un petit peu un langage qui est un peu technique. Oui. Au théâtre, c'est des instructions que l'auteur, le dramaturge ou la Oui. dramaturge va mettre dans le texte, des indications. Et plus souvent qu'autrement, ben, les metteurs en scène ou les metteurs en scène ne sont pas obligés Oui. de le faire. Mais Jordan aussi nous a dit que en fait, on peut les jeter à la fenêtre, les didascalies, et s'en créer des nouvelles. Ouais, alors, Wow. Ouais. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. On parlait donc de mouvement. oui. J'étais pour demander, est-ce que tu es danseur? Mais j'ai bien vu en lisant ton CV que tu l'es. Tu fais de la danse. Oui, j'ai fait de la danse. Ben là, ça fait à peu près 23 ans. Tu sais, j'ai fait un peu de tout. Là, je me concentre beaucoup plus sur le jeu. Mhm. Mais j'ai la chance de travailler avec Mélanie Demers, Oui. qui est une chorégraphe incroyable. Et puis, c'est sa première mise en scène d'une pièce théâtrale. Et c'est la 3e fois que je travaille avec elle. Et puis, encore, elle me met au défi de comprendre mon corps, de retrouver le centre de mon corps. Et puis, c'est du langage que je comprends, mais des fois, tu sais, ça me met sur mes pieds ou sur la pointe de mes pieds. Et c'est le fun d'avoir quelqu'un avec cet œil. Tu es quand même une personne jeune, Oui. mais on t'a vu dans plusieurs, je l'ai dit tout à l'heure, dans Stonewall. Ouais. On n'a pas vu le film encore, mais tu joues dans Drag. Oui, Le film n'est pas sorti encore, mais Non. ça s'en vient. oui, de Sophie Dupuis. Ouais, comment Ouais. c'était ça? C'était incroyable. En fait, c'est le rêve de toute personne queer de se faire déguiser, puis maquiller et mettre des perruques et des talons hauts et puis performer en avant d'un public. Mais au centre de l'histoire, c'est une histoire d'amour et Sophie, c'est ma sœur. On est devenus très, 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 très proches. Je la textais justement tout à l'heure, là, juste On avant. les a d'écouter l'émission, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est bien gentil. Vlad, on t'a vu aussi tu joues en anglais aussi. Oui. Et on l'a nommé tout à l'heure, tu as été en nomination pour un prix Oui. quand même important. Oui. Parle-nous. Ben, j'ai été nominé pour Stonewall au Actor Montreal Award et puis tout récemment pour le même prix mais pour un autre rôle dans un film qui s'appelle Lune et puis c'était Actor Toronto Award. Ouais. Wow. Alors les deux. On va se croiser les doigts quand même, hein? Ben oui, ben j'ai pas gagné. C'est Ah. pour non Il y en a c'est l'autre. Ah, je pensais Non. que non. OK, je pensais j'étais que juste l'autre, ça- nominé mais regarde, le futur nous dira. Oui, puis pour ceux qui parce que moi, je t'ai vu à la télévision, les gens ne se Mhm. rappellent peut-être pas, mais tu as joué dans Aller Simple. Oui. Je me rappelle de t'avoir vu Ouais. là. Et je crois que je t'ai vu aussi dans une autre série. Attends, District 31. Oui, District 31. Oui. Je pense que tu faisais un vilain là-dedans. Hein? Ouais, je joue un vilain. Je pense que ma famille était genre traumatisée que, en fait, c'était moi le vilain dans l'histoire. Ben, ça arrive. Ouais, non, mais c'est ça, c'est toujours les personnes les plus gentilles qui sont des fois. Oui, mais écoute, ça serait un autre débat, Ouais, c'est ça. mais c'est sûr que des rôles pour des jeunes comédiens, quand on les prend, puis on est content de les Ah faire. oui, c'est le fun. Mais moi, j'aime ça jouer les vilains. Ouais. Tu sais, c'est tellement loin de ma personne et c'est finalement, t'as la chance de jouer quelqu'un qui a des valeurs différentes. Des valeurs différentes et puis tu dois les justifier en tant qu'acteur. C'est ça qui est intéressant. Ben, revenons donc à la pièce Déclaration, parce que Oui. tu es la personne qu'on voit sur le Ouais, sur les poster. Hein, c'est quelque affiches. chose, hein? C'est malade, en fait. C'est un peu bizarre de me voir à travers la ville. Et puis, des fois, je suis comme, hey, je suis vraiment dans cette pièce-là avec le théâtre Prospero, tu sais. Mais je ne suis pas l'acteur principal. C'est vraiment un travail d'équipe, Oui. un travail de chorale.
On a tous notre moment important dans le show, alors oui. Ben, merci beaucoup. C'était donc Vlad Alexis qui nous parlait de la pièce Déclaration qui va jouer cette semaine et la semaine prochaine au Théâtre Prospero. Et pour vous procurer des billets, théâtreprospero.com. Et on s'en va en musique avec Oshi et même après, je l'aimerais. La vie ne vaut rien si tes yeux ne sont pas dans les miens. Oh, j'ai du mal à faire le lien. Je deviens pâle sans tes mains. Oh, j'aimerais tout donner pour toi. Je te donne mon corps et puis ma voix. Oh, je pourrais tout voler, je crois. Je t'offre mon or et puis ma joie. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime, plus que tu m'aimes, je t'aime. Comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras ce que veulent dire les gens qui vivent imprudemment? Je t'aime sans la raison, je t'aime à rendre compte, je t'aime à ma façon, et même après je t'aimerai, et même après je t'aimerai. Tu sais, souvent je me contiens, tu pourrais être mon grand chagrin. À chaque plaie, j'aurai le médecin. Je t'offrirai même mes deux reins. Oh, je pourrais tout brûler pour toi, pour qu'enfin il ne reste que moi. Oh, je pourrais même casser ma croix. De toute façon, je ne crois qu'en toi. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime, plus que tu m'aimes, je t'aime. Comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras ce que veulent dire les gens qui vivent imprudemment? Je t'aime sans la raison, je t'aime à rendre compte, je t'aime à ma façon, et même après je t'aimerai. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot. Et c'est maintenant Elle, comme dans Livre, avec Brian Saint-Louis. Re-bienvenue à l'émission, Brian. Bonjour, M. Chabot. Ça va bien? Ça va très bien. Bon, alors on expérimente aujourd'hui, j'ai oublié de le dire aux auditeurs, on expérimente depuis aujourd'hui avec le Zoom parce que je préfère entendre une voix. C'est moins cacane qu'une voix de téléphone. Qu'est-ce que tu en penses, Brian? Ben moi, de mon côté, ça va. Là. C'est vous qui m'inquiétez. Là. Comment ça s'est passé depuis tout à l'heure? J'espère que moi, ça sort bien. Non, c'est très bon, c'est très bon. On avait un petit peu de problème de communication avec l'Estrie. J'imagine que l'Internet est moins bon là-bas, mais en tout cas, il semble-t-il, on va arrêter de parler de ça. Mais re-bienvenue à l'émission, puis on utilise toujours les accords et les pronoms masculins avec toi, Brian. Et oui, l'Halloween n'a rien changé à mon identité. Alors, on va parler de 2 livres aujourd'hui. D'abord, Garçon interlude de Victor Bégin. J'avais dit que je ne l'avais pas lu. Finalement, je l'ai lu ce week-end. Toi, présente-nous le livre.
Ben, c'est ça. Le garçon interlude de Victor Bégin, illustré par Cole Degenstein. C'est publié chez Hamac. Il faut le mentionner, une petite maison d'édition fort dynamique qui propose souvent des titres queer. D'ailleurs, là, je vous invite à regarder leur catalogue. C'est entre autres là qu'on trouve Que de Nicolas Giguère, qui a eu beaucoup de succès. Là, peut-être que vous avez vu ça passer. Oui, je l'ai lu, oui. Oui. Oui, donc à découvrir. Les garçons interludes, c'est un livre par fragments. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des petits paragraphes de quelques lignes à peine, chacun a un titre, et ils nous font découvrir donc la vie et l'histoire du narrateur, qu'on découvre assez rapidement, là, après quelques pages sur son enfance, où on met en scène un petit garçon sensible qui aime les arts, danser. On arrive à sa vie d'adulte. On comprend que le narrateur il a eu une relation un peu plus sérieuse avec un partenaire qui a fini par le quitter. Et là, il va amorcer, on dirait, une quête un peu pour se retrouver et il va se mettre à faire des rencontres. Oui, c'est des rencontres qui sont parfois sexuelles, mais pas toujours. Il y a aussi des rencontres simplement amicales, des rencontres cordiales, des rencontres qui ont tout simplement pas lieu. Il y a des hommes d'ici, il y a des hommes d'ailleurs. On est beaucoup en voyage, on se promène entre l'Amérique du Sud, l'Asie, on est en Argentine, à Hong Kong, en Mongolie. Et là, le narrateur prend des photos, il dit des garçons qu'il rencontre pour savoir où ne pas revenir. Donc, les rencontres qu'il fait sont souvent très éphémères. Et là, c'est intéressant parce que c'est là que le fond rejoint un peu la forme dans ce livre-là. Comme je le disais au début, c'est un livre par fragments, c'est toujours des petits paragraphes. Chacun de ces paragraphes-là va capturer vraiment comme une photo le moment d'une relation. Et là, la forme, donc, rappelle le fond. C'est un peu comme des instantanés de ces histoires-là. Aucun homme ne revient. C'est vraiment, on apprend à les découvrir chacun dans un seul petit paragraphe. On a vraiment une histoire à chaque fois. Donc, ça donne un livre assez intéressant. Tu me dis que tu l'as lu. Qu'en as-tu pensé? Ben, moi, au départ, je vais dire que ça m'a déconcerté. Je le lisais, je disais, oh, on s'en va où avec tout ça? Puis là, j'ai compris, effectivement, la forme va avec l'histoire de ces fragments, parce que ces rencontres qui sont des fragments qui ne durent pas longtemps, ça ressemble à beaucoup de vies d'hommes queer comme moi. Et j'ai, en fait, après quelques pages, je me suis même habitué et j'ai aimé ça. J'avoue que il y avait des belles tournures de phrases. J'essayais je m'en rappelais d'une tout à l'heure, puis là, je l'ai oublié. Alors, mais il y a des belles découvertes dans ce qu'il a écrit. Ah oui, vraiment. En fait, je l'ai ici. J'ai payé mon bonheur de tellement de pertes. Voilà. C'est vraiment très beau. Puis c'est ça, il faut accepter la forme, justement. C'est des histoires par fragments. On est habitué de lire des romans plus traditionnels. Puis là, ces formes-là un peu plus inhabituelles, les gens ont moins tendance à y aller parfois, là, surtout des lecteurs plus occasionnels. On dirait qu'ils ne savent pas comment toujours aborder ces histoires-là. Mais ça, vraiment, là, c'est une belle lecture pleine de sensibilité. Justement, comme c'est plus court, c'est excessivement imagé. Puis moi, ce que j'ai trouvé très beau, justement, c'est que chaque histoire, c'est quelques lignes, là, chaque histoire est unique, là. Chaque rencontre est différente. Puis en quelques lignes à peine, c'est fou comme on peut arriver à se faire dire énormément de choses. On saisit rapidement c'est quoi l'enrobage, l'environnement, tout ce qui peut se passer entre les deux personnages, même si on n'a droit qu'à un seul petit moment. Donc, peu de mots, mais il y a vraiment beaucoup d'images qui viennent avec ces livres-là. Donc, quelque chose vraiment de touchant, c'est ça. Tu as mentionné des belles lignes fort poétiques. C'est très bien écrit. Comme je le disais, là, chaque histoire est unique. Ça fait vraiment partie d'un parcours que le narrateur vit. Il y a un peu un petit rythme fou là, au travers de toutes ces rencontres-là. La magie n'opère pas toujours. Mais c'est ça un peu le monde du dating. C'est ça. Puis quelles sont les intentions? On cherche le grand amour, mais en même temps, on ne le cherche pas. Le narrateur, justement, lui, rencontre ces gens-là. Il ne juge pas parce que lui-même sait plus vraiment qu'est-ce qu'il veut au juste. Des fois, c'est lui qui voudrait plus. D'autres fois, c'est lui qui ne veut pas se rendre plus loin. Des fois, les deux s'entendent pour se dire que ça n'ira pas plus loin. Il y a des questionnements dans les histoires. On parle aussi parfois de thématiques là, plus complexes, tout ça toujours en très peu de lignes, là. Le respect entre les hommes, le consentement, la façon dont on séduit, mais aussi, c'est ça, des moments de tendresse, de douceur, de compréhension. Ça fait vraiment un joli petit livre, très poétique, très bien écrit. Puis c'est tout ce qu'on peut dire
en à peine quelques lignes de paragraphes là, pour nous faire vivre des histoires dans ce livre-là. C'est ça, faut accepter la forme et le rythme, mais une fois qu'on s'y abandonne, ça devient une lecture très intéressante. Et les illustrations de Cole Dickenstein sont formidables. Alors, je vais répéter, c'est Gaston, ça commence bien, Les Garçons interludes de Victor Bégin, et c'est aux éditions Hamac. Un autre titre qui retient ton attention, c'est Eschatologie, l'effondrement de Guillaume Lambert. Bon, on connaît Guillaume Lambert à la carrière fulgurante au cinéma et à la télévision. Moi, je n'ai pas eu le temps de lire Eschatologie encore. Je l'ai, mais je n'ai pas eu le temps de lire. Mais je connais son premier titre, Statiriasis, Mes années romantiques. Est-ce que ce nouveau roman est dans les mêmes eaux? Ben oui, il y a peut-être des gens qui font le saut en ce moment. Guillaume Lambert, est-ce qu'on parle bien du comédien? Oui, là, celui qu'on voit partout, qui scénarise, qui réalise, qui gagne des prix, qui fait des web-séries, qui fait du balado. Il écrit en plus des romans et il fait tout. On l'haït. Il est très gentil. Hein? À quelques reprises, je l'ai rencontré. Dans Statiriatis, là, on avait quand même... Ben c'est ça, dans Statiriasis, c'était une autre image de lui. Je pense pas que les gens qui ont lu son livre se doutaient qu'il pouvait y avoir ça chez lui. On était loin de sa personnalité publique, là, dirons-nous. Statiriasis, ça veut dire exagération morbide des désirs sexuels chez l'homme, rappelons-le. Puis oui, justement, il y avait beaucoup de sexualité. C'est un roman un peu noir. Ça fait quelques années que je l'ai lu, mais le souvenir que j'en ai... C'est un peu trash, oui. Oui, c'est un peu trash. C'est un roman de rupture et un roman de rupture. Les œuvres artistiques de rupture sont rarement joyeuses. Ça transparaissait un petit peu, donc le narrateur essayait d'oublier sa peine dans plusieurs aventures. Et donc, c'était intéressant, c'est un bon roman quand même, mais on était loin de la personnalité publique auquel on s'est habitué depuis, parce que je veux dire, c'est depuis quand même qu'on le voit beaucoup plus à la télévision, qui est devenu une personnalité publique. On a peut-être des attentes un peu plus cadrées pour lui. C'est peut-être ça qui a fait qu'il a pris 7 ans justement pour nous revenir avec un deuxième roman. Il faut dire qu'il est fort occupé. Eschatologie, encore un titre à coucher dehors. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire étude des fins dernières de l'homme et du monde. Une fin du monde et de l'homme, on en a connu une récemment, justement. C'est cette fameuse pandémie que nous n'arrivons pas à oublier. Guillaume Lambert qui a utilisé peut-être la pandémie justement comme tremplin pour son livre. Qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'un homme d'affaires. Donc, c'est un jeune mi-trentaine, gay, qui travaille dans la business. Là, il se promène partout sur la planète. Il est toujours en voyage. Il revient à Montréal, il repart. Il est toujours en 2 destinations, en 2 réunions de travail. Il a besoin de se faire plaisir. Il s'amuse, il rencontre des hommes. Il pense toujours à son ex, qui est un Brésilien qui l'a complètement rendu fou. Là, c'est peut-être un personnage du premier roman, justement. Mais là, on le sent, mi-trentaine, il se sent vieillir un petit peu. Des fois, il y a des petites questions existentielles en background qui surgissent pour lui. Lorsque, bang, la pandémie arrive. Donc, c'est fini les voyages, c'est fini les aventures, c'est fini le travail aussi. À un moment donné, il va perdre son emploi parce que la compagnie pour laquelle il travaille n'aura plus de besoin. Et là, notre héros va être dans son appartement à Montréal, un endroit qui est souvent plutôt pour lui un endroit de transit. Là, va devenir le lieu où il passe tout son temps. Et là, il va sombrer un petit peu on sent sa santé mentale se fragiliser. Il va sombrer un petit peu. Il va se mettre à se poser de grandes questions sur sa vie, tout en vivant des événements qu'on a tous vécus là, pendant la pandémie, justement. Mais c'est raconté, puis là, c'est là que ça va être un peu plus raccord avec l'image publique qu'on a maintenant de Guillaume Lambert. C'est raconté avec beaucoup plus d'humour. C'est un ton aigre-doux. On est un petit peu plus dans le sarcasme. Et voilà, donc ça donne un roman où le personnage se pose beaucoup de questions, mais la pandémie devient secondaire. C'est plutôt un roman là, où on se questionne sur les relations humaines, qu'est-ce qu'on veut, l'ambition. Puis là, je dois vraiment t'accélérer. En 30 secondes, est-ce que c'est un roman que tu as aimé? Qu'est-ce que tu en penses?
Moi, j'ai beaucoup aimé, honnêtement. Il y a des moments qui m'ont beaucoup fait rire. Il y a une joke sur Marie Kondo que j'ai ri tout seul 5 minutes dans mon salon. C'était terriblement très drôle. Puis on le connaît, ce personnage-là, ce gay un peu misanthrope qui est au-dessus de ses affaires, qui a beaucoup d'aventures puis qui s'imagine qu'il n'a pas besoin de personne et qui a trouvé ça dur, la pandémie, là, d'être un peu tout seul dans ses affaires. Donc, et ça nous fait réfléchir sur la solitude, nos relations, qu'est-ce qu'on veut. C'est de l'humour, c'est écrit avec plus de légèreté. On a de la misère à oublier Guillaume Lambert et on l'imagine un peu dans le rôle de ce narrateur-là, mais il y a quand même des grandes questions existentielles dans ce livre-là. Ça nous fait réfléchir derrière l'humour, encore une fois. Il écrit bien, et comme je le disais tantôt, on l'haït parce qu'il a tous les talents. Voilà. Voilà. Donc, c'est Eschatologie aux éditions Le Méac de Guillaume Lambert. C'était Brian Saint-Louis et la chronique Elle comme dans Lire. Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel@outlook.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram @dmchabot-auteur. Eh bien, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève en ce lundi 31 octobre. Je ne sais pas pourquoi j'avais 24 sur ma feuille. Il y a des journées comme ça. Donc, merci à nos invités. Patrick Desmarais de la Fondation Émergence, Laurence Garland-Chenel, coprésidente du Conseil québécois LGBT, sœur Mistra et sœur Simone des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, Vlad Alexis, comédien, et Brian Saint-Louis. Merci à l'équipe. France Dauphin à la recherche, Mathieu Tessier à la mise en onde, Julie Curly à la musique thème, Gerly Ormelette pour les réseaux sociaux, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion, et Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vue et Voix et de Canal M. Je m'appelle Denis Martin Chabot. À la semaine prochaine!